J'en ai eu le cœur brisé et je n'y suis jamais retournée. Je me mêlais aux touristes. Je n'entrais pas dans la maison de peur d'avoir trop de peine. Au printemps 1943, l'aire d'observation est demeurée fermée. Le spectacle était terminé. Les manchettes vous sont présentées par Express Post, une solution intelligente de Post Canada. Bonsoir. Québec vient à la rescousse de la Ville de Montréal en proie à de sérieux problèmes financiers. Québec a décidé d'acheter 55 000 $ d'actions dans un nouvel organisme public qui va chapeauter le biodôme, le jardin botanique, le planétarium et l'insectarium. Mais c'est la métropole qui gardera le contrôle et la gestion de ces installations. Montréal doit combler cette année un déficit de 53 millions de $. La compagnie Volvo Novabus de Saint-Eustache et de Plessisville a annoncé la mise à pied de 350 de ses travailleurs pour une période de 17 semaines. La raison, la société de transport de la CUM refuse de donner son accord pour la mise en production de 101 de bus déjà commandés à cause des critiques formulées par les usagers. Les médecins surveillent de près les 2 Canadiens incarcérés au Brésil alors que leur grève de la faim entre dans sa 2e semaine. Christine Lamante de Colombie-Britannique et David Spencer du Nouveau-Brunswick purgent des peines de 28 ans de prison pour enlèvement. Ils réclament leur expulsion vers le Canada sans autre condition. Et puis, la présidente de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Diane Drouin, quittera son poste le 30 juin. Elle ne sollicitera pas de nouveau mandat à la tête de l'organisme qu'elle dirige depuis 7 ans. Elle entend consacrer davantage de temps à sa famille. Voilà, après la pause, la suite des grands reportages sur les Sœurs Diane. Bonne soirée, mesdames, messieurs. En affaires, ce ne sont pas les moyens d'économiser qui manquent, comme réduire la taille des locaux, partager le même téléphone, ou utiliser de plus petites tasses à café. Mais il y a une solution bien plus pratico-pratique. Le nouvel Express Post amélioré. La livraison est garantie et généralement vous économisez environ 33% sur les frais de service de messagerie. Et maintenant, la livraison en un jour ouvrable dessert encore plus de villes au pays. Express Post, une solution intelligente de Post Canada. Brouille Martineau célèbre son 38e anniversaire en offrant des produits à des prix jamais vus. Enfin, pas depuis bien des années, comme en témoignent ses anciennes circulaires. En 78, cette cuisinière se vendait 399 $. Aujourd'hui, cette cuisinière 30 pouces Gibson est au même bas prix de 399 $. En 85, ce réfrigérateur se vendait 569 $. En ce moment, vous trouvez ce réfrigérateur 18 pieds cubes de Gibson à 569 $. Achetez maintenant et ne payez qu'en avril 1999. Brouille Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Depuis maintenant 38 ans. Novembre 1943. Le gouvernement de l'Ontario termine la construction d'une maison destinée à la famille Dionne réunie. On l'appelle la Grande Maison. Comme la précédente, elle est isolée par une clôture, gardée et surveillée. Quant au quintuplé, elle ne fréquente pas l'école publique, mais une école privée tenue par des religieuses. Devant les reporters caméramans accourus pour filmer leur réaction, les 5 jumelles jouent les écolières modèles. À première vue, Oliva Dionne a gagné. Était-il préoccupé par la réunification de sa famille, au point d'avoir complètement oublié de songer à ce qui attend les Dionne au-delà de ce moment? Les frères et les sœurs aînés se marient. Je me souviens d'un moment après mon mariage. J'étais enceinte de mon premier enfant. Annette et moi, nous étions allés cueillir des fraises et elle me posait des questions du genre « Comment est-ce que tu te sens? Comment sais-tu quand tu es amoureuse? Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est vraiment aimé de quelqu'un? » Et je lui ai répondu simplement « Lorsque ça t'arrivera, alors tu sauras. » Pour permettre à ses 5 filles d'avoir des contacts avec le monde extérieur, Oliva Dionne fonda une école spéciale.
13 adolescentes de familles catholiques se sont alors jointes aux 5 jumelles dans l'ancien hôpital. Qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant? Les barbelés et ce long édifice, comme voûté. Je me suis dit, bon sang que ça a l'air isolé et que ça me semble grand. Connie Vachon était dans la classe des jumelles Dionne. Elles étaient très fermées. Elles avaient encore peur même de nous. Elles ne nous parlaient pas longtemps. On leur posait une question et au début, c'est à peine si elles répondaient par oui ou non. Il fallait vraiment faire l'effort de gagner leur confiance et leur complicité avant qu'elles s'ouvrent à vous. J'ai vu une photo de toutes ces filles pendant une leçon de danse. Et vous n'alliez pas danser avec les garçons? Mon Dieu, non. Non, pas du tout. Nous ne sortions pas, sauf pour aller au cinéma ou faire rôtir des pommes de terre sur un feu de camp, à l'orée du bois. La journaliste Phyllis Griffiths a été invitée à la grande maison et elle a rencontré les jumelles. Je n'ai pas pu leur poser tellement de questions, car elles m'en posaient sans arrêt. À quoi ressemble la vie à Toronto? Comment s'habillent les jeunes torontoises? Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles sortent seules? À partir de quel âge? Et ainsi de suite. J'avais franchi le cap de l'adolescence et j'étais assez au courant. Et elles m'ont interrogé pendant une bonne demi-heure. Et vous avez senti leur solitude? Oh oui, elles se sentaient horriblement isolées du reste du monde. La famille faisait tout pour vivre normalement. Mais personne n'a songé au problème d'adaptation des quintuplés avec les 5 autres enfants de la famille. Toutes les fins de semaine, elles devaient effectuer des travaux ménagers. Il nous arrivait d'aller les aider car elles devaient polir les planchers, nettoyer la salle de bain, tout cela. Les quintuplés n'avaient jamais fait de travaux ménagers. En public, elles affichaient un large sourire, mais les gens qui les côtoyaient sentaient de plus en plus que cette réunification ne fonctionnait pas comme prévu. Ils avaient tous beaucoup souffert de part et d'autre, et je ne pense pas qu'on puisse avoir le même attachement envers ses frères et sœurs et ses parents lorsqu'on n'a pas vécu avec eux pendant les 8 ou 9 premières années de sa vie. Ils devaient bien sentir, à cause de cette agitation autour d'elles, qu'elles étaient un peu spéciales. Il y avait une certaine tension entre elles et leurs frères et sœurs. Pensez-vous que leurs frères et sœurs leur en voulaient? Certainement, mais ça se comprend. Il y avait du ressentiment de part et d'autre. Il y avait de l'amour également, mais je pense qu'il était éclipsé par le ressentiment. Les 5 filles vivaient dans la même maison que nous. Elles couchaient là tous les soirs et le matin, elles partaient toutes pour l'école, pardon, 4 seulement. Émilie vivait et dormait avec nous. Comme vous le savez, elle était épileptique. Est-ce que ces crises étaient fréquentes? Très fréquentes, 2 ou 3 par jour à l'école. Avec des convulsions? Oui, mais pas toujours. Parfois, elle avait un peu d'écume à la bouche et elle devenait bleue. On avait peur au début, mais après un certain temps, on s'y est habitué. Parfois, lorsque quelqu'un laissait tomber une règle, nous tournions toute la tête et nous étions prêtes à nous précipiter vers Émilie, voyez-vous. Mais ce n'était pas elle et elle baissait la tête, l'air penaud, car elle savait que nous avions peur. En 1950, le cardinal Spellman de New York a invité toutes les élèves de l'école à un dîner. Elle n'était plus l'objet d'attention depuis quelques années. Le monde allait-il se souvenir d'elle? Ça a été la panique. Il devait y avoir 200 ou 300 policiers. Des gens ont dit que la foule était encore plus grande qu'au retour de Charles Lindbergh. Elles étaient ravies, comme le sont les adolescentes, vous savez. Et elles ont surtout apprécié les attentions des policiers, de beaux policiers. Je me souviens d'avoir versé quelques larmes cette nuit-là.
En voyant l'accueil que faisait cet auditoire illustre à ces 5 jeunes filles de 16 ans qui venaient d'un bled perdu de l'Ontario. Les calendriers de l'époque idéalisaient les quintuplés et entretenaient l'illusion qu'elles étaient des adolescentes normales. L'avenir des quintuplés semblait assuré. Je ne pense pas qu'elles se sentaient rassurées. Je crois que le fait d'aller vivre avec elles les a aidées à comprendre un peu mieux la vie en famille, ce que l'on ressent à l'adolescence. Mais je ne pense pas que cela les ait préparées. Marie voulait devenir religieuse, tout comme Émilie. Il semblait bien qu'elles allaient passer toute leur vie cloîtrées d'une manière ou d'une autre. Ni l'une ni l'autre n'envisageaient se marier ni avoir des enfants, comme si elles se disaient qu'elles n'étaient pas faites pour le mariage. Les artistes dessinateurs de calendriers ont continué d'idéaliser les 5 jumelles identiques jusqu'au 6 août 1954. Emily is gone. She of the world-famous Dionne quintuplets, the only quintuplets to live to maturity. Now, at 20, Emily passes on. A long time, though secret illness, epilepsy, contributing to her death. She was considering entering a convent when her life's chapter closed. And to the Dionne home at Corbeil come the mourners, to gaze for the last time upon Emily. They had come before so long ago to see the quintuplets at play. The Dionnes, the surviving quintuplets, and members of the family are in mournful attendance. And so Emily is laid to rest. And 5 are now 4. Oui, après les funérailles, ils ont déposé des fleurs ici. 1 heure après, il n'en restait plus une seule. Et la pelouse? Ils ont même pris les brins d'herbe tout autour. Après le décès d'Émilie, à la consternation des parents, les 4 jumelles survivantes ont quitté la maison familiale définitivement et ont partagé un appartement à Montréal. Yvonne et Cécile ont entrepris un cours d'infirmière. Le jour de leur 21e anniversaire de naissance, les 4 jeunes filles ont perçu les intérêts accumulés de leur fonds de 800 000 $. Elles étaient financièrement indépendantes. Décembre 1955. À Callander, la petite ville la plus célèbre au monde, la vie a repris son cours normal. Chez les Dionne, la famille se réunit pour Noël. Mais il y a 4 absentes. Tout le monde y était, sauf les quintuplés. La fête de Noël, c'est très important pour une famille catholique et elles ne sont pas venues. Oliva Dionne avait déjà eu recours à la presse pour réunir sa famille et il fit un nouvel essai. Il appela Mort Pellman et le mit au courant de la scission familiale. Je crois qu'il n'avait même pas eu de nouvelles des quintuplés. Cela semblait sérieux et je lui ai demandé s'il s'adressait à moi en tant qu'ami ou en tant que journaliste. Je lui ai dit qu'il fallait que je le sache. Il m'a dit qu'il était d'accord, que c'était la vérité. J'ai fait parvenir mon article à la presse canadienne le 27 décembre. Ce fut une dénonciation pleine d'amertume. Je ne sais pas si telle était son intention,
Mais elle disait que sa femme et lui avaient l'impression que les quintuplets étaient en rupture avec eux. Je suis allée à l'hôpital trouver Cécile. Je lui ai expliqué la raison de ma présence. Elle a répondu, mais nous avons envoyé une carte, et elle a ajouté, notamment, qu'elle n'avait pas l'intention de rompre les ponts avec leurs parents, que c'était simplement parce qu'elles étaient très occupées, et elle est partie en pleurant. Lorsque la nouvelle a été connue, les médias ont une fois de plus convergé sur Callender. La veille du jour de l'an, 3 quintuplés sont arrivés en voiture depuis Montréal et elles se sont garées devant la grande maison. Je crois que, pour les parents comme pour les jumelles, il s'agissait davantage de convaincre la population qu'ils n'étaient pas ennemis. Deux mariages ont suivi. En octobre 1957, Annette a épousé en privé Germain Allard. Elle avait fait sa connaissance au collège et c'était le seul homme qu'elle avait connu. Les parents des quintuplés sont venus à Montréal pour le mariage. Lors d'une cérémonie beaucoup plus faste, Cécile a ensuite épousé un technicien à l'emploi de Radio-Canada, Philippe Langlois. Comme sa sœur, elle n'avait pas fréquenté d'autres hommes. Le mariage coûta 10 000 $. Cécile avait décidé que la noce serait somptueuse et accueillante. Je me suis dit que c'était peut-être le prélude d'une vie sociale plus active. À l'âge de 23 ans, les sœurs Dionne faisaient encore la manchette et les médias, toujours en quête d'inédits, cherchaient à connaître les détails de leur vie privée. Elles ont dit qu'elles avaient détesté la grande maison, qu'elles trouvaient leur père distant, peu affectueux et trop possessif, qu'on ne leur avait pas accordé la moindre indépendance, que le fonds d'1 million de dollars établi à leur nom les avait isolés des autres. En un mot, qu'il y avait eu beaucoup plus d'argent que d'amour dans leur vie. Il était clair que leur passage de l'hôpital à la grande maison avait constitué un choc culturel assommant pour elles. I think everything has been written about what's been said from every paper around the world. And I imagine that there was plenty said about everything that was going on. And I feel that at this time, it's about time to have a little privacy. Ce fut la dernière déclaration publique d'Oliva Dionne. Le jeune cultivateur était devenu un homme amer et désillusionné, victime d'événements dont le contrôle lui échappait complètement. Il se retira avec sa femme dans le petit bungalow qu'il avait construit de l'autre côté de la route, en face de la ferme d'antan. À Montréal, les naissances ont fait suite au mariage. Et pour Cécile, comme pour Annette, la séparation et le divorce. Yvonne, qui avait échoué dans sa tentative de devenir religieuse, ne s'est pas mariée. Mais le destin le plus tragique fut celui de Marie, la plus mignonne et la plus couvée des quintuplés. Toute sa vie, Marie s'était efforcée d'être à la hauteur de ses sœurs. Après avoir échoué, elle aussi, dans sa tentative de devenir religieuse, elle fit sursauter ses amis en se lançant en affaires de manière précipitée et improvisée. Elle aimait les fleurs et elle s'est dit qu'elle aimerait sa propre boutique de fleuriste. La boutique ouvre en avril 1956 à Montréal. L'entreprise était vouée à l'échec. Elle n'avait aucune expérience et elle ne savait pas quoi acheter. Elle a travaillé très fort, mais elle s'est vite découragée car les factures s'amoncelaient et elle n'avait pas un rond.
Elle a perdu beaucoup d'argent dans cette aventure, et je pense qu'elle y a laissé le peu de confiance en elle qu'elle avait pu acquérir. Marie a épousé Florian Houle, un homme de 14 ans son aîné. Elle ne savait rien faire à la maison. Elle ne pouvait pas élever des enfants, cuisiner, ces choses toutes simples. Elle ne pouvait pas rendre une maison accueillante. 6 ans plus tard, après avoir eu 2 enfants, le couple se séparait à son tour. Ces 2 enfants furent confiés en permanence à un foyer d'accueil. Un jour, il y eut une bagarre. Accusée de voies de fait, Marie fut finalement acquittée, mais elle se détériorait physiquement et mentalement. En février 1970, son corps fut retrouvé sans vie dans son appartement de Montréal. Elle était morte depuis plusieurs jours. Aux funérailles, Annette et Yvonne ont revu leurs parents pour la première fois depuis 12 ans. Cela devait être la dernière fois. Aujourd'hui, les 3 jumelles survivantes ont choisi de vivre en recluse à Saint-Bruno, en banlieue de Montréal, séparées de leur famille comme elles l'ont toujours été dès leur naissance. L'histoire des jumelles Dionne ne s'arrête pas là. Pendant plusieurs années, le fils de Cécile, une des jumelles, Bertrand Dionne, a mené la lutte contre le gouvernement, aidé en cela par l'homme qui a écrit le récit de la vie des jumelles, Jean-Yves Soucy, que je rencontre à Maisonneuve à l'écoute après les nouvelles RDI. Ce soir, à Maisonneuve à l'écoute, après un grand reportage sur l'histoire émouvante des jumelles Dionne, le fils d'une d'entre elles et celui qui nous a raconté leur vie témoignent de leur lutte contre le gouvernement ontarien. À 21h30. La météo vous est présentée par Loutec, vos experts en location. My Way,
the best of Frank Sinatra sur disque compact. Strangers in the night, exchanging glances right through the very heart of it. New York, New York. And did it My Way, 24 des plus grands succès de Sinatra, sur un disque compact ou cassette, en vente partout. Oasis Florida Premium est fait d'oranges fraîches, pressées dès l'instant où elles sont cueillies en Floride. Mais ce qui rend notre jus d'orange pur à 100% encore plus attrayant, c'est qu'on y a mis toute notre passion. Le nouveau jus d'orange réfrigéré Oasis Florida Premium, fait de pure passion. Moi aussi, j'étais extrême quand j'avais... De Cécile Dion, une des jumelles, et de Jean-Yves Soucy, l'auteur de l'autobiographie des jumelles Dion. Alors, Jean-Yves Soucy, vous vous êtes retrouvé un peu plus tard dans ce dossier-là. Comment ça s'est produit pour vous? Bien, d'abord, j'ai dû apprendre, j'ai dû fouiller. Oui. En même temps que Annette, Cécile et Yvonne me racontaient des bribes de leur passé. Mais avant que vous soyez là à fouiller, là, oui. Vous avez dû vous retrouver là à un premier contact. Oui. Bon, qu'est-ce qui vous avait préparé à être là? Puis comment vous vous êtes retrouvé face aux jumelles Dion? Un peu intimidé, mais ça s'est passé tellement facilement, tellement... je les ai trouvées tellement humaines, tellement accueillantes, que j'ai tout de suite oublié que c'était les jumelles Dion. Je me suis retrouvé avec 3 femmes agréables, même si, quand même, elles s'étaient réservées et je dois dire que les premières semaines, les premiers mois, l'information venait par bribes. Même des fois, oui. Bertrand me donnait certaines informations qui me permettaient tranquillement de les amener à ça. Mais donc, je sais pas, je révèle un secret, là. Vous faisiez peut-être comme un genre de thérapie, mais avant ça, comment vous êtes parvenu à les décider? On connaît, je dirais, je ne sais pas si je peux appeler ça de la timidité, mais on connaît le goût d'une vie beaucoup plus réservée des jumelles Dion modernes d'aujourd'hui. Comment vous êtes parvenu à les convaincre d'accepter votre présence? C'est pas moi qui est parvenu à les convaincre, je pense que c'est la force des choses. Elles avaient, quand elles ont quitté la maison familiale et qu'elles sont devenues adultes, elles ont opté pour une vie anonyme. Et je crois que c'est la mini-série sur Million Dollar Baby, c'est un peu malgré elles, à leur corps défendant, qu'on les a ramenées sous les feux de l'actualité. Et je crois qu'elles voyaient encore une fois qu'on allait encore parler pour elles, parler à leur place. Et je crois que c'est ça qui les a décidées de dire, pour une fois, de prendre la parole et de dire ce qu'elles avaient à dire. J'ai dit, c'est sans doute presque une thérapie. Est-ce qu'elles ont pu vivre ça comme étant une forme de thérapie, Bertrand? Très certainement. Moi, de mon point de vue à moi, oui. Le livre, surtout, là, puis même la mini-série, le fait de relire les scénarios, ça n'a pas été facile. Puis elles ont compris beaucoup de choses, là. Comme entre autres, peut-être les difficultés du père à l'époque. De leur père. De leur père, oui. Parce que, bon, c'est sûr que, compte tenu de la situation, si on se met dans la peau du père, sans vouloir le défendre, là, mais j'imagine qu'il a dû avoir de la misère à passer à travers ça. Tout n'est pas blanc ni noir. Non, non, parce que d'ailleurs, et vous le racontez dans les livres, à un moment donné, puis moi, quand je revois les reportages ou les documents sur les jumelles Dion, étant parent, je me dis à un moment donné, je n'aurais jamais laissé mes enfants. Mais j'ai l'impression d'une chose, on a voulu protéger les jumelles, si j'interprète bien votre livre, contre l'exploitation des parents, parce qu'il y avait eu un projet, mais le gouvernement s'est substitué à ça et c'est lui qui a exploité les jumelles Dion. Est-ce que je peux dire ça? Oui, c'est exactement. Le docteur Dafoe aussi, qui était un petit médecin de campagne dont certains de ses confrères mettaient en doute les capacités, et qui est devenu une célébrité mondiale à cause de ça. Il y avait des chroniques un peu partout dans le monde que c'était pas lui qui rédigeait, mais lui aussi en a profité, tout le monde en a profité, le gouvernement aussi, mais les gens de la place aussi. Moi, tantôt, j'ai failli dire à propos de Bertrand qu'il ressemblait, j'ai dit tantôt qu'il ressemblait, il y avait des traits de caractère de sa mère, j'ai failli dire aussi de son grand-père, du père des quintuplés Dion. Parce que son père a été présenté après la naissance
on a abusé de sa bonne foi. Quand il y a eu ce projet on lui donnait 100 $ d'avance de Chicago. Et c'est le docteur Dafoe qui lui a dit, signe, le curé de la place aussi, qui l'a accompagné pour la signature du contrat et qui avait, lui, sa part aussi en tant qu'agent. Et sa femme n'a pas voulu. N'a pas voulu parce que c'était pas que les filles s'en allaient, c'était toute la famille qui s'en allait avec les filles à Chicago. Elle n'a pas voulu, donc le père est revenu tout de suite sur sa parole, a retourné le chèque de 100 $. Mais après, dès que c'est sorti dans les journaux, parce qu'eux ont fait tout de suite une conférence de presse, les Américains, le docteur Dafoe s'en est tout de suite lavé les mains. Et donc, le père a été présenté comme un vilain, comme un rustre, comme un type, un gros campagnard sans éducation, sans esprit. Et le docteur Dafoe comme le héros, le chevalier qui allait sauver ces petits-enfants-là, la grande abnégation. Et alors que le père était quelqu'un qui avait une 9e année, ce qui était beaucoup à l'époque. Et c'était quelqu'un qui n'avait pas eu à faire encore, à demander du secours direct, qui se débrouillait. Ah, que c'est en pleine crise. Puis en pleine crise. Mais Bertrand, qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous pourriez peut-être ressembler à votre grand-père, en quelque sorte? Et bon, il s'est battu pour récupérer ses 5 filles, en quelque sorte. Oui. À la naissance des filles, dans les jours suivants, c'était vraiment le vilain, là, à la grandeur de l'Amérique. Et 6 ans plus tard, il avait réussi à retourner l'opinion publique en sa faveur, et tout le monde, toute l'Amérique demandait la réunification de la famille Dionne. Donc il a appris à travailler avec les médias, il a appris à travailler avec l'opinion publique, et c'est dans ce sens-là que Bertrand lui ressemble. La démarche de Bertrand ressemble un peu à celle de son grand-père. Alors, le grand-père, vous l'avez connu? Non. Pas du tout? Non. Et donc, quand on vous dit qu'à travers l'histoire telle qu'on vous la raconte, est-ce que vous vous sentez un lien avec... oui, je trouve qu'effectivement, il y a des ressemblances assez étranges. Oui. Alors, vous avez entrepris un peu à la manière de votre grand-père, une bataille. Lui, c'était pour récupérer ses filles, puis vous, c'était pour que justice soit faite. Mais qu'est-ce que vous cherchiez au point de départ? La vérité. Parce que... Mais la vérité, là, au moment où vous commencez à fouiller un dossier, vous avez presque travaillé comme un journaliste ou comme un détective, là, c'était quoi? Ce que vous saviez et ce que vous vouliez savoir. On savait absolument rien. Ma mère savait absolument rien. On savait même pas qu'il y avait des papiers quelque part dans les boîtes à Toronto. Alors moi, ça m'a pris genre... j'ai commencé en 91 à faire les recherches. Oui. J'ai trouvé les papiers en 93. Quel genre de papiers? Toute la filière concernant la tutelle des quintuplés Dionne. Bon. Parce que là, revenons encore à l'histoire des jumelles, il y a eu une tutelle. Oui. Et cette tutelle-là, Jean-Yves aussi, ça voulait dire quoi? Exactement, dans sa forme, là. La première forme de la tutelle, ça a été, il y avait le grand-père qui était dedans. C'est-à-dire le grand-père, le père de ton grand-père, ton arrière-grand-père. Il y avait le docteur Dafoe, puis je crois qu'il y a eu tout de suite le ministre. Le juge Vallin. Le juge Vallin. Donc, il y a eu déjà tout de suite en partant une tutelle qui a été placée, un conseil de tutelle. Le père n'a pas voulu participer, mais 2 ans plus tard, quand les jumelles avaient 2 ans, il a été nommé. Il a fait partie du conseil de tutelle, le père aussi. Mais ce conseil de tutelle-là avait tous les pouvoirs et il négociait les contrats. Parce que l'argent des jumelles, c'était pas les gens qui allaient visiter là, qui donnaient. Non, parce que les gens ne payaient pas. C'était les contrats de publicité, quoi. Les contrats de publicité, il y avait plus de 200 produits qui annonçaient les jumelles Dionne, qui avaient des contrats avec les jumelles Dionne. Il y avait Fox... la Fox, comment ça s'appelait? 20th Century Fox? Oui, 20th Century Fox qui avait les droits pour les longs métrages. Il y avait une autre compagnie qui avait les droits pour les photos. Il y avait aussi, donc c'était une agence qui vendait les photos à la grandeur du monde. Il n'y avait pas une semaine où les journaux ne passaient pas des... Et donc, il y avait des contrats de signés, il y avait de l'argent qui rentrait. On dirait, si c'était aujourd'hui, elle serait milliardaire. C'est ça. En quelque sorte. Donc, vous dites, vous vouliez savoir, vous ne saviez même pas qu'il y avait des documents. Non. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Alors, c'est ça. Mais là, c'est là que d'ailleurs, ma mère, bon, 1 an plus tard, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de se rendre à Toronto. Alors, on a encore sauvé un peu d'argent pour se payer le voyage que là-bas. J'ai amené Cécile, ma mère, avec moi. On est descendu aux archives à Toronto et c'est là qu'elle a découvert que la grande maison, qu'elle a toujours pensé que le gouvernement avait payé, que ça venait de son fonds à elle. On parle en 1994. Donc, la grande maison aurait dû normalement appartenir au fonds. Ou lui appartenir, en quelque sorte. Oui, mais elle ne le savait pas. Lorsqu'elle a vécu dans cette maison-là, elle a toujours pensé que c'était la maison de son père. Plus tard, elle a pensé que c'était le gouvernement qui avait donné ça au père pour élever sa famille.
Mais elle n'avait jamais pensé qu'elle avait payé la maison, puis des dépenses aussi de la maison. L'éducation des autres frères et sœurs. Ouais. Le père avait un salaire aussi, la mère aussi. Les jumelles, quand elles étaient enfants, trouvaient d'ailleurs que se sentaient mal parce qu'elles trouvaient qu'elles étaient 5 et qu'elles coûtaient cher à leurs parents. Alors que la réalité... C'était elle qui faisait vivre la famille. Vous trouvez des documents, mais là, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous dites, vous n'avez pas d'argent pour faire la démarche. Qu'est-ce que vous avez fait pour continuer les démarches, vivant à Montréal, devant aller en Ontario, parce que les choses se sont passées en Ontario? Comment vous avez fait? Mon Dieu, j'ai commencé à chercher ces documents-là, puis là, j'ai demandé des lettres, j'ai envoyé une lettre à Bob Ray à l'époque. Oui, qui était le premier ministre de l'Ontario. C'est ça. Disons que c'est ma mère qui l'a envoyé avec mes tantes, demandant justement qu'on répare les torts causés par tout l'événement Queensland. Et puis... Queensland étant le nom de la place... Oui, c'est ça. Puis, soit dit en passant, le Queensland a été payé encore là, à même le fond des quintuplés Dionne. La construction de la route, les toilettes publiques, tout. Vous savez, si on pense juste au papier de toilette pour près de 6 millions de personnes, ça coûte cher. Moi, dans ma commande, quand je suis rendu à acheter le papier de toilette, je sais qu'il y a un 10 qui passe. Fait que, à l'époque, j'imagine que ça devait être un bon montant, mais c'était pas elle à payer ça. On va faire une pause pour permettre des manchettes. Là, on a commencé à déblayer un peu de l'exploitation des jumelles Dionne. On revient après les manchettes. Maisonneuve à l'écoute ce soir de Bertrand Dionne, le fils de Cécile Dionne, une des célèbres jumelles, et également de Jean-Yves Soucy, qui a écrit l'autobiographie des jumelles Dionne. Alors, Bertrand Dionne, si on revient à ce que vous me disiez avant les manchettes, vous avez cherché un peu à la manière d'un détective des preuves. Ouais. Des preuves de quoi? Est-ce que vous étiez parti à la chasse au trésor pour trouver le magot pour votre mère? J'étais vraiment parti à la chasse à la vérité, savoir, pour comprendre. On ne comprenait pas ce qui s'était passé. Oui. Mais c'est là qu'on a vu les magouilles. Moi, je me souviens très bien de l'expression de la figure de ma mère lorsqu'elle est tombée sur un papier, justement, pour la grande maison. Elle était vraiment surprise. C'était quasiment un choc pour elle de constater tout ça, parce qu'elle a quand même souffert dans cette maison-là. Elles ont dû se priver de beaucoup de choses, parce qu'on leur interdisait beaucoup de choses. D'ailleurs, Jean-Yves Soucy, vous le racontez dans votre livre, tous ces interdits de la grande maison. Autrement dit, presque se sentir les souffres-douleurs de ceux qui avaient la chance d'habiter la grande maison et les autres. Oui, elles étaient des souffres-douleurs. En fait, il faut dire qu'à cause d'elles, le reste de la famille a souffert. Moi, j'imagine, faut faire la part des choses. Et les jumelles, les 3 survivantes, font la part des choses, comprennent que ça n'a pas été facile non plus pour leurs frères et leurs sœurs, ce qui n'excuse pas ce qu'on leur a fait subir ensuite. Mais est-ce que l'écriture du livre, par exemple, à votre avis, et je pose autant la question à un qu'à l'autre, est-ce que l'écriture du livre a facilité les choses dans la recherche de la vérité? Est-ce que c'est venu ajouter le fait qu'elles parlaient peut-être pour la première fois? Est-ce qu'à votre avis, ça a ajouté dans leur détermination, par exemple, à aller plus loin? Je ne sais pas. Je pense que oui, parce que le simple fait d'accepter de faire le livre, c'était une démarche pour elles qui était énorme, parce que toute leur vie, elles avaient gardé le silence là-dessus. Et je pense notamment, je vais la nommer, à Yvonne, qui est une personne, quand on la voit, on a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui est blindé, qui est solide. Et je l'ai vu s'émouvoir. Je pense qu'Yvonne avait voulu repousser ça au loin. Le passé, c'est le passé. Et ça l'a obligé à replonger. Ça a été la même chose aussi pour Cécile et pour Annette. Elles avaient accepté de faire le livre, mais en cours de route, retourner à des situations du passé, tout à coup, c'était une qui rappelait un souvenir que les deux autres avaient oublié. Donc, elles remettaient ensemble, en commun, des souvenirs. Donc, ils se retrouvaient, je pense, à la fin des entrevues avec plus de souvenirs qu'il y en avait au début. À la manière d'un casse-tête. Un peu. Mais vous, Bertrand, seul au départ, qu'est-ce qui a fait que ça a pu décoller? Parce que vous avez eu besoin d'aide à un moment donné. Oui, qu'est-ce qui vous a permis que la cause se retrouve où elle est actuellement? OK, disons que lors justement de la sortie de ce livre-là, l'éditeur Libre Expression faisait affaire avec une compagnie de communication, Impact Marketing, et puis donc Carlo Tarini. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Carlo, puis j'ai raconté mon histoire, puis c'est là que lui m'a
comment je pourrais dire ça, là? Il m'a offert son aide dans le dossier. Un spécialiste en communication, ça veut dire quelqu'un qui peut avoir ses entrées dans certains milieux de communication. Anglophone surtout, parce que moi je suis francophone, je parle anglais, mais c'est comme si j'avais une patate chaude dans la bouche, même en français. Et là, on vous a ouvert une porte. Une grosse porte importante d'une émission de grand reportage qui a fouillé avec vous. Oui, donc c'était l'émission W5 à CTV. Oui. Et puis on est descendu à Toronto. Elle a engagé une firme de comptabilité juridique. Et puis ils ont découvert que 22 millions manquaient dans le... Les 22 millions auraient dû revenir aux sœurs Dionne à l'époque. Au lieu du 875 000. Bon, il y a eu 875 000. Le fond, quand elles sont devenues, je dirais, majeures, donc quand ça leur est revenu, il restait 875 000 $. Moi, j'aimerais spécifier que c'est 165 000 sur 25 ans chacune. Ça fait une différence, là. Ouais, parce qu'on dit dans le reportage de Burton, je pense, dans le dossier de Burton, on dit à un moment donné, elles ont reçu l'intérêt de l'argent investi dans le fonds, elles étaient indépendantes financièrement. Je ne sais pas si c'est le terme exactement, là. C'est ça que vous avez contesté, en quelque sorte. En parlant du fonds. Ben, c'est ça, c'était remis sous forme d'allocation tous les mois. C'est pour ça que je dis 165 000 sur 25 ans. Bon, c'est des placements qui n'étaient pas très élevés. Ça fait que ma mère avait 5 enfants à nourrir. Mon père est parti j'avais peut-être 2 ans ou 3 ans. Alors, elle a vraiment élevé sa famille seule. Elle a dû travailler. Elle a dû vendre sa maison. Donc, ce n'était pas une indépendance de fortune? Non, vraiment pas. À ce compte-là. 22 millions. Est-ce que c'est ça que vous vouliez aller chercher de la part du gouvernement ontarien? Non, c'est pas qu'on voulait avoir plus d'argent, mais comme je vous dis, si la justice est rendue, moi, si par contre je trouve, je sais pas moi, si je trouve qu'on vous a volé 15 $, ben, qu'on lui remette le 15 $, qu'on lui doit. Comment établir ça? Je pense, je ne sais pas si vous le soulignez, Jean-Yves Soucy, dans le livre, parce que le livre parle moins de cette période moderne, mais on parle à un moment donné dans cette histoire de documents qui ont été détruits par des personnes qui avaient la responsabilité du fonds. Qu'en est-il exactement? Ça, c'est le sénateur David Crowe. Lui était un des tuteurs à l'époque de 1934, 35, 36. Il était ministre des Affaires sociales. C'est ça en plus. Et puis, un jour, le docteur Dafoe a découvert que s'il magouillait peut-être un peu trop dans le dossier des jumelles Dionne, il s'est plaint au premier ministre Michel Hepburn, puis 2 semaines plus tard, il était mis à la porte. Mais en partant, il a pris les papiers concernant la tutelle des Dionne, il les a brûlés plus tard. Donc, des documents qui sont disparus. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que le gouvernement Harris a bougé? Qu'est-ce qui a fait que tout à coup, parce que ça ne débloquait pas? Non, vraiment pas. Disons que le reportage de W5 a aidé, l'émission Primetime Life de ABC. Et puis également, un soir, je me suis couché avec l'idée le lendemain de regarder dans un scrapbook que j'avais à la maison. Et puis, à 5 heures du matin, je me lève et puis je tombe sur une photo de Dean Harris avec tous les conseillers de North Bay à l'époque. Et Dean Harris, je connaissais le nom Harris, mais Dean, je n'étais pas sûr. Ça, Mike Harris, il vient de ce coin-là aussi. Dean Harris, il y avait un lien de parenté. Oui, mais avant de m'énerver ou quoi que ce soit, j'ai vérifié dans la chronologie, si on veut, de Mike Harris pour découvrir que son père s'appelait Dean. Alors, M. Harris, le père, avait une option pour acheter le manoir, la grande maison. Que votre mère et ses sœurs avaient payé de leur argent de la fondation. C'est ça, pour 35 000 $ à l'époque. Et il tenait une option de revente, si je ne me trompe pas, là. Alors, puis lui, Dean Harris était propriétaire d'un complexe hôtelier dans le nord de l'Ontario. Alors lui, il voulait acheter ce grand manoir-là pour en faire un site touristique, pour amener des touristes dans la région du Nord, étant donné que les quintuplés étaient rendus au Québec maintenant. Un musée, en fait. Oui. On voulait faire en quelque sorte un musée. Mais, Jean-Yves Soucy, j'écoute et je vous vois écouter. Bon, vous connaissez l'histoire beaucoup mieux que moi. Encore une fois, on découvre à chaque page qui se tourne une forme d'exploitation. Alors, vous et moi, on est plus vieux que Bertrand, et la question qu'on peut se poser, comment tout ça a été possible? Diriez-vous que nous avons été, ou nos parents ont été, de superbes voyeurs? Oui, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. On se dit aujourd'hui, comment se fait-il que ça a été possible pour le gouvernement d'enlever ces enfants-là aux parents? Ils les battaient pas, là. Les parents n'avaient pas battu les enfants encore. De toute façon,
il y avait le médecin, il y avait des infirmières envoyées par la Croix-Rouge qui avaient même chassé les enfants de la maison paternelle, là, des autres enfants. On avait envoyé chez des parents qui occupaient vraiment la maison. Les parents n'étaient plus que des figurants. Donc, on n'avait rien à leur reprocher. Et tout le monde demandait. Il y avait eu simplement cette espèce de faux pas où le père avait signé de bonne foi un contrat parce que le docteur Dafoe avait dit « Signe, s'il donne de l'argent, tes enfants ont besoin de nourriture. De toute façon, elles ne vivront pas, les jumelles. » Le médecin avait dit ça. Ça, c'était son évaluation, alors qu'on a dit d'ailleurs qu'il n'était pas nécessairement un si bon médecin. Ça, oui. Vous l'avez rappelé. Donc, pourquoi tout le monde a accepté que les parents, que le gouvernement enlève ça aux parents? C'était l'époque où on aimait avoir des gouvernements forts. On était en 1934. Il y avait beaucoup de gens au Canada qui disaient Mussolini, c'est un bon gouvernement. Tu sais, il met de l'ordre là-dedans. Hitler a mis de l'ordre. Il a sorti l'Allemagne de la crise. On voulait, à cette époque-là, un gouvernement fort. Nos oncles, nos tantes, là, qui ont pris la route pour aller vers North Bay, vers le nord de l'Ontario, pour aller voir les jumelles Dionne, c'était une exhibition de cirque, c'était des animaux savants, c'était des... C'était pas vu comme ça. Les gens allaient là avec énormément de ferveur. Il y a des gens qui pleuraient là, en les voyant, là. J'ai lu des choses extraordinaires. Un couple d'Hawaï qui met sa voiture sur le bateau, qui s'en vient jusqu'en Californie, qui là roule jusqu'à North Bay pour aller voir les jumelles Dionne. On ne peut pas imaginer la ferveur que ça éveillait, mais c'était présenté, on les présentait comme... C'était vraiment le make-believe, le faire semblant qui réussissait. On les présentait comme menant une vie royale, la vie dont tous les enfants, durant la période de crise, pouvaient rêver. Ils étaient toujours bien habillés, ils avaient des beaux jouets. C'était présenté comme elles vivaient dans une espèce de paradis. Pour les gens ne voyaient pas l'exploitation qu'ils pouvaient avoir là, mais non, même seulement le fait, le voyeurisme que c'était d'aller voir ces 5 petites filles-là jouer, les gens jamais n'ont vu ça. Mais derrière tout ça, diriez-vous, votre évaluation, vous deux, là, qu'il y avait des escrocs? Disons que la table, c'était bar ouvert. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en voyant ça, c'était comme une manne infinie. Tout le monde, c'était normal que tout le monde se serve. Je crois que c'était la mentalité. Il y a maintenant une entente. Le premier ministre, de façon très discrète de l'Ontario, Mike Harris, est venu dans une de ses rares visites au Québec, de façon très discrète, rencontrer votre mère, rencontrer les survivantes, pour leur dire quoi exactement? Pour leur dire que, premièrement, qu'il s'est excusé au nom du peuple ontarien avec la façon dont les jumelles ont été traitées et leur refaire une enquête. Puis, en gros, ça disait ça, là. Et en remettant de l'argent plus que ce qu'il avait vraiment promis. Et ça, c'est après que vous ayez sorti le lien entre son père et le dossier des jumelles Dionne. C'est ça, il nous a promis, justement, il leur a fait 4 millions, plus l'enquête, mais il veut plus regarder les faits de l'histoire des jumelles Dionne et non vraiment faire un focus sur l'aspect financier. Alors, c'est là que moi, j'ai un petit problème avec ça. On va faire une courte pause pour permettre de la publicité, non pas en faveur des jumelles Dionne, ça leur reviendrait, mais on revient immédiatement après. Aujourd'hui au Québec, qui pense investissement, lit le journal Les Affaires. Conclusion de ce Maisonneuve à l'écoute avec Jean-Yves Soucy et Bertrand Dionne. Dites-moi, Bertrand, quand on a remis de l'argent, on a promis 4 millions de dollars pour les survivantes et les héritiers d'une des jumelles qui est décédée, est-ce que ça voulait dire qu'elles renonçaient à toute poursuite pour obtenir plus d'argent de ce fonds si on devait trouver qu'il y aurait... Oui, elles ont signé un papier semblable à ce que vous dites, mais comme je dis, ce qu'elles veulent, c'est savoir vraiment ce qui s'est passé avec tout le dossier. Ça veut dire l'enquête. L'enquête. Est-ce que c'est nouveau, ça, qu'on demande une enquête, qu'on a demandé une enquête? Ça fait maintenant près de 4 ans qu'on demande une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Là, on leur offre une enquête, mais sur les faits. Bon. Mais avant qu'on revienne dans l'enquête en particulier, M. Soucy, vous qui avez fait l'histoire des sœurs Dionne, est-ce que déjà quelqu'un a parlé d'enquête dans le passé? Est-ce qu'il y a des voix qui se sont élevées, qui se sont fait entendre pour se poser la question: a-t-on été juste? Qu'a-t-on fait de l'argent des jumelles Dionne? Non. Personne ne s'est posé cette question-là. À ma connaissance, j'ai rien vu comme ça. Quand elles sont déménagées au Québec, vraiment, je dirais,
elles ont voulu devenir anonymes, elles sont devenues anonymes, et les jumelles Dionne, c'est devenu de l'histoire. Direz-vous qu'en déménageant au Québec, qu'elle libérait le gouvernement ontarien de ses responsabilités, dans une certaine mesure, ou qu'on l'a cru? C'est difficile de présumer de ce que les gens ont pu penser à l'époque. J'ai pas l'impression que le gouvernement se sentait une responsabilité. La façon dont les jumelles étaient présentées par le gouvernement, par le ministère de Tourisme, c'était une ressource naturelle. On était en pleine crise économique. La naissance des jumelles Dionne a sorti tout le nord-est de l'Ontario, toute la région de Nord-Bay est sortie de la crise avant le reste de l'Amérique. C'est une afflux à cause de cette richesse naturelle qui était les jumelles Dionne. Tout à fait. Et je crois qu'on a vu, c'était l'époque où on se préoccupait peu des êtres humains, et c'était quelque chose à exploiter comme une ressource naturelle. Et je ne pense pas que personne à l'époque s'est jamais posé la question. La seule personne, à ma connaissance, qui a vraiment réagi, c'est Adler, psychanalyste, qui était venu faire une tournée de conférences au Canada et qui avait écrit, le pauvre malheureux, que les jumelles Dionne ne devraient pas être élevées ensemble, habillées de la même façon. En fait, ce qu'il disait qu'il ne fallait pas faire, c'est ce que faisait le gouvernement. Et à tel point, les gens, l'opinion publique était tellement derrière le gouvernement qu'à dans chaque ville canadienne où il arrêtait, il y avait une foule qui l'attendait, qui le huait devant son hôtel. Parce qu'il avait dit la vérité. Exactement. On le huait. Que personne ne voulait entendre. Bon, une enquête. Vous dites, on propose maintenant une enquête sur les faits seulement. Quelle enquête veulent? Et quelle enquête vous voulez? Et quelle enquête veulent les jumelles Dionne? Ben, ce qu'elles veulent, c'est une enquête. Une enquête, à mon avis, si ça comprend tout. On ne peut pas faire juste une demi-enquête. S'ils font une enquête juste sur les faits, c'est une enquête qui va prendre une journée. Le dossier lui-même concerne que l'aspect financier. Alors qu'elles veulent plus? Elles veulent savoir tout. L'administration, pourquoi ils ont agi comme ça. Vraiment le tout, là. Est-ce que vous y croyez à cette enquête-là? Est-ce que vous pensez qu'après tant d'années, on peut cerner la vérité? Il y a tellement de gens qui sont morts. Ça, je pense que même si les gens sont morts, la vérité reste. Et puis, il s'agit que les deux parties veulent bien faire leur tout pour que ça arrive. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous en retirez de toute cette histoire? J'ai beaucoup de satisfaction. Parce qu'il faut vous dire que j'avais des craintes que mes démarches les détruisent. Je parle de ma mère et de mes tantes, plus que d'autres choses. Parce que s'il avait fallu que ça aboutisse pas quelque part, je m'en serais voulu pour longtemps. Mais de façon plus particulière, bon, on sait qu'il y a cet argent, là, par exemple, qui revient aux jumelles Dionne et même à leurs héritiers dans le cas d'une des personnes. Ouais. Vous, est-ce que vous vous attendiez à avoir plus que tout ça? Est-ce que vous l'avez fait pour de l'argent? Peut-être que des gens vont se poser des questions. À savoir, personnellement, l'avez-vous fait pour de l'argent? Non, j'avais vraiment une passion de savoir juste... Premièrement, c'est ma mère. Je trouvais qu'il y avait une injustice. Et puis, j'ai peut-être le petit côté père poule, si on veut, là. Bon. Alors, ou Don Quichotte. Non, Don Quichotte. Alors, non, c'était vraiment pour aider ma mère, puis pour la contenter quelque part, de savoir... on lui a volé son enfance, au moins qu'on lui raconte qu'est-ce qui s'est passé. Pas de découragement pendant toutes ces démarches de votre part? Ben, c'est sûr, c'est long. Hein? Bon, j'ai dû vendre ma voiture, j'ai dû déménager par manque d'argent, en fin de compte, mais j'ai quand même gardé espoir. Puis Carlo m'a beaucoup aidé également. Là, je suis très reconnaissant. Oui, c'est spécialiste en communication dont on parlait précédemment. J'ajouterais quelque chose. Oui, M. Soucy. Vu de l'extérieur, moi, comme témoin, là, je l'ai vu depuis 93 aller. Je trouve que c'est vraiment un exemple de courage, de détermination, mais c'est un exemple qui peut servir à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont en lutte contre des organismes gouvernementaux, l'assurance automobile. L'exemple de Bertrand, je dirais son triomphe, là, même s'il n'obtient pas tout ce qu'il a voulu ou qu'il aurait aimé, ça dit aux gens, on est capable de faire bouger les choses, on est capable de se défendre. Moi, je trouve que c'est un exemple de courage, de détermination, mais qui peut servir à beaucoup de gens. Mais diriez-vous, par exemple, on entend souvent parler de curatelle publique, de gens ou de tutelle, de gens qu'on devrait être beaucoup plus sévère, beaucoup plus sérieux dans les vérifications que l'on fait par rapport aux gens à qui on donne de telles responsabilités de disposer de la vie des autres? Je crois que oui. Je crois qu'il y a des négligences. Notre société a des négligences à ce niveau-là. On se débarrasse souvent des problèmes comme ça. C'est pas assez surveillé, à mon avis.
Diriez-vous, vous qui connaissez, M. Soucy, les jumelles Dionne, que peuvent-elles retirer d'une enquête, et une enquête qui serait sérieuse, qui irait au fond des choses? Que peuvent-elles avoir de plus qu'elles n'ont déjà? Je pense une espèce de réparation psychologique qu'aucun argent ne pourrait jamais leur donner. C'est-à-dire que le simple fait que quelqu'un reconnaisse ses torts à notre endroit, pour une victime, c'est déjà énorme. C'est une grande forme de réparation. Et je pense que quand elle dit, tu dis, on recherche la vérité, oui, mais ce qu'elles savent ou ce qu'elles intuitionnent, c'est que cette vérité-là va montrer qu'elles ont été des victimes depuis leur naissance. Et le simple fait que ce soit reconnu officiellement, ça n'a pas été le paradis terrestre de ce qu'elles ont vécu, mais que quelqu'un dise à l'extérieur, à partir des faits, à partir de... Oui, donc ce que vous ressentez intérieurement, la blessure que vous en avez encore, vous avez raison. Vous n'êtes pas folle d'avoir cette blessure-là, ça le correspond à ce que... C'est la conséquence des faits. Je pense que c'est simplement que, peut-être comme des fois, des victimes d'abus sexuels vont aller en cours 20 ans plus tard, il y a une réparation qui se fait. Pour avoir réparation. Bertrand, dans toute cette démarche, en quelques secondes, cette démarche qui a été entreprise, est-ce que vous diriez que votre mère et ses sœurs ont changé? Parce que je les ai vus à Toronto manifestant, disant « Non, non, nous refusons ce que vous nous proposez ». J'ai eu l'impression qu'elles ont changé en cours de route. Qu'est-ce que vous diriez à ce sujet? Je dirais qu'elles sont peut-être devenues un peu plus soldats face à tout ça, suite à cette fameuse journée. Et puis, elles sont peut-être plus, justement, déterminées, puis encore plus de courage. Puis... Savent-elles qu'elles sont encore présentes dans le cœur de bien des gens? Elles s'en sont rendues compte. Parce que c'est sûr que, bon, elles reçoivent quand même du courrier, quand même, pratiquement tous les jours. Mais là, les témoignages dans les journaux, surtout de Toronto, ça les a encore poussés davantage. C'était assez émotif pour elles, ça. Et écoutez, tous les deux, je tiens à vous remercier pour votre courage, votre implication dans ce dossier-là. Et à elle, on peut dire tout simplement peut-être une chose. Si nous avons abusé de notre... je dirais, de notre défaut de voyeurisme contre elle, on ne peut que s'en excuser après bien des années. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Les millions de dollars n'apporteront pas la paix aux survivantes des 5 jumelles. Seule une enquête démontrant toute la vérité pourrait le faire. Aura-t-elle droit à une telle enquête? Celle que le premier ministre Harris a promis ira-t-elle aussi loin? Espérons. But it's always